alors qu'ils étaient censés être là, parce que à faire ça, autant qu'on peut complètement à distance, et je ne m'embêterai pas à faire des vidéoprojecteurs, etc. Bon, alors la semaine dernière, on avait très rapidement commencé l'exo 1 de la feuille de TD3. Donc, c'était du calcul d'une suite définie par récurrence. Donc, on avait cette suite UN qui est là, qui est définie par cette relation de récurrence. UN égale UN-1 plus UN-2 plus fois UN-3 plus 1. D'accord? Et bon. Ce qu'on avait trouvé la fois dernière, donc c'était encodé par cet algorithme, et on avait réussi à montrer que cet algorithme se terminait pour tout entier naturel n. Donc pour montrer que ça se termine, c'est tout simplement une récurrence. Ça se termine pour n inférieur ou égal à 2, c'est évident, parce qu'on renvoie 0 tout de suite. Et puis ensuite, pour montrer que ça se termine pour tout entier naturel, on suppose que ça se termine jusqu'à un certain rang. Et puis ensuite, on montre que ça se termine pour le rang suivant. Donc là, si fn-1, fn-2, fn-3 se termine, on a forcément que fn se termine, parce qu'on appelle ces trois fonctions, ça se termine par hypothèse, et ensuite somme, multiplication et somme, ça se termine toujours, ça c'est clair. Donc ça, c'était la preuve qu'on avait fait la fois dernière. Alors, est-ce que avant qu'on passe à la suite, il y a des questions là-dessus ? Non ? Bon. Bonjour. Donc la question suivante, c'était montrer que faire l'arbre des appels de la fonction fn et calculer combien il y avait d'appels de la fonction f. Je vais peut-être vous pouvez vous servir, c'est les feuilles de TD, vous pouvez tous en prendre. Donc l'arbre des appels, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. On avait rapidement parlé la fois dernière. Vous voyez que pour appeler fn, il faut appeler fn-1, fn-2, fn-3. Okay, et du coup, la question, c'était de voir qu'est-ce que ça donne pour, par exemple, f3 et f4. Donc, par exemple, pour f3, alors avant même de faire f3, on a f0. Pour calculer f de 0, il ne faut rien faire. F de 0, c'est directement une valeur, f de 1 aussi, f de 2 aussi. Alors après, f de 3, il faut appeler qui pour calculer f de 3 ? Pardon ? Voilà, les trois d'avant. Donc il faut calculer f de 0, f de 1 et f de 2. OK ? Bon, c'est juste ça, un arbre d'appel, hein, c'est ce truc qui est là. Pour calculer f de 3, il faut calculer f de 0, f de 1 et f de 2. Alors là, c'est simple, mais après, ça peut devenir plus compliqué. Donc, par exemple, pour f de 4, il faut appeler qui ? C'est la même. Voilà, il faut appeler f de 1, f de 2 et f de 3. Mais du coup, pour f de 1 et f de 2, ça se termine tout de suite. Si vous voulez, dans le langage du TP, c'est des feuilles de l'arbre. Elles n'ont pas d'enfants. Par contre, f de 3, il a des enfants. On a ce truc qui est ici, on le recopie. F de 3, il faut appeler f de 0, f de 1, f de 2. OK ? Et donc tout ça qui est là, c'est l'arbre des appels de f de 4. D'accord ? C'est OK pour tout le monde, ça ? Bon, alors, c'est pas demandé dans le TD, mais essayez de faire du coup f de 5. Voilà, vous allez voir le nombre d'appels qu'il faut faire. Voilà, c'est un tout petit exo, ça va vite.
Voilà. Alors, pour f de 5, je vais le dessiner à côté, là. Donc, pour f de 5, attendez, je vais faire là. Bon, ça y est, je pense que ça prend 30 secondes. F de 5, il faut appeler qui? Voilà. 2, 3 et 4. Alors, je vais laisser plus de place. Mais du coup, pour f de 3, eh ben, il faut rappeler f de 0, f de 1 et f de 2. Et puis ensuite, pour f de 4, il faut encore appeler plein de monde. Pour f de 4, il faut encore appeler f de 1, f de 2 et f de 3. Mais pour appeler f de 3, eh ben, il faut appeler f de 0, f de 1 et f de 2. Donc, vous voyez, l'arbre, il devient très vite très gros. OK? Donc, combien, si on note AN, le nombre d'appels récursifs de la fonction, on a bien sûr A0, A1 et A2 qui valent 1. Là, vous voyez que A3, il vaut combien? Voilà, il vaut 4. Alors, pour appeler f de 3, bon, bah, on appelle d'abord f de 3, et du coup, il faut aussi appeler f de 0, f de 1, f de 2. Donc, ça vaut 4. A4, il vaut combien? Voilà, 7. Et puis A5, 13. Vous voyez, ça monte très vite. OK? Bon, et puis en plus, on se rend compte, et ça, ce sera la dernière question, que notre algorithme, il n'est pas hyper efficace. Parce que déjà, pour calculer f de 4, on le voit, on calcule f de 1 une première fois, mais on le recalcule une deuxième fois pour calculer f de 3. Donc, c'est pas efficace. Alors, il y a des trucs qu'on fait en double. Pareil, f de 2, on le fait deux fois. Ici, c'est encore pire. f de 5, on doit calculer f de 2. F de 2, en tout, on le calcule 4 fois. Donc, c'est un peu inutile. Pareil, f de 3, on doit le calculer deux fois. F de 0, on doit le calculer deux fois. F de 1, 2, 3 fois. Donc, c'est des trucs un peu inutiles. OK, alors est-ce que jusque-là, il y a des questions? D'accord, bon, ça, c'est des... Bon, encore une fois, ça, c'est un exemple simple. Après, il faudra savoir le faire dans des cas plus compliqués. Mais tout ce qu'il suffit de faire, c'est vous regardez ce qui se passe dans votre fonction et vous regardez combien de fois on appelle f, simplement. OK. Bon, alors maintenant, la question suivante, c'est exprimer AN en fonction de AN-1, AN-2 et AN-3. Une petite question. Ainsi, on vous demande combien ça coûte AN, combien de fois il faut appeler f pour calculer AN, en fonction de combien de fois il faut appeler f pour calculer AN-1, f de n-2, f de n-3. Attendez, je laisse tout le monde réfléchir. Et puis... Du coup, je vais commencer par rappeler que f de n, c'est f de n-1 plus f de n-2 fois f de n-3 plus 1. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez que c'est à n? Voilà, on doit appeler f de n-1, donc ça coûte. Vous voyez bien quand on vous dit, donc c'est an-1 plus an-2 plus an-3 plus 1, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'appel f de n. Donc ça en fait un de plus. Comment? Alors, pourquoi c'est plus an-1, an-2, an-3?
Là, ce n'est pas la suite UN, hein. Ça c'est la suite AN qui était définie dans la question précédente. AN, c'est le nombre d'appels qu'il faut faire pour appeler f de n. Ce n'est pas la suite UN qu'on est en train de calculer. Oui, c'est vrai que là, les deux suites se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas la même suite, hein. D'accord? Donc, pour calculer f de n, alors il faut déjà appeler f de n, il faut l'appeler une fois, donc c'est ce 1 qui est là. Okay. Et puis ensuite, on va appeler f 3 fois. Une première fois sur n-1, une deuxième fois sur n-2 et une troisième fois sur n-3. Et donc tout ça, ça va coûter an-1 plus n-2 plus n-3. Sachant qu'on sait que a0 égale à 1, égale à 2, égale 1. Et là, ça renvoie immédiatement la réponse. Ça va? Tout le monde a compris? Bon, encore une fois, ça, c'est pas une question difficile, mais toujours la même chose, c'est que on va savoir le faire dans des cas plus durs. Alors maintenant, la question suivante, c'est montrer une borne inférieure exponentielle sur AN. Alors, je vous rappelle, AN, on a trouvé cette formule. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une borne inférieure exponentielle? C'est montrer que il existe des constantes C strictement positif et alpha strictement positif, telles que AN est supérieur ou égal à C fois alpha puissance n. Pardon, il faut prendre alpha supérieur à 1 ici. Donc, pas vraiment une borne très intéressante pour tout n. Ou même pour tout n assez grand, mais disons pour tout n. On va faire pour n assez grand, c'est vrai pour tout n ici. D'accord? Donc ça veut dire que le nombre d'appels de la fonction f, pour calculer f de n, il croît exponentiellement. Donc c'est un algorithme, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il n'est pas très efficace, il prend vraiment un temps très long. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu et puis ensuite on réfléchit ensemble. Voilà, et ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à participer. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment on peut commencer déjà, sans parler de donner la réponse? Comment vous feriez? Oui, allez-y. Alors, ouais, ça c'est une possibilité, effectivement. On peut montrer, c'est que, déjà, la première chose, tous les AN sont positifs. Ça, c'est par récurrence. Alors, vous commencez par des nombres positifs et après, vous faites que des sommes, ça reste toujours positif. Du coup, ça montre que la suite AN est croissante. Et du coup, ce qu'on trouve, c'est que voilà, un AN, c'est AN-1 plus les termes qui sont ici, qui sont positifs.
que c'est des termes, c'est AN-1 plus des trucs positifs. Et du coup, AN est supérieur ou égal à 3 fois, pardon, je vais faire toutes les étapes, ça va être égal à AN-1 plus AN-2 plus AN-3 plus 1. Et alors, ce que dit votre camarade, c'est que du coup, c'est supérieur à 3 fois AN-3. Alors déjà, essayez de voir si vous arrivez à trouver une borne exponentielle avec ça. Avec le fait que c'est supérieur à 3 fois AN-3. Sinon, après, on verra une deuxième méthode un peu différente. Et alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Alors déjà, avant de passer à la suite, c'est bien compris pour tout le monde pourquoi tous les n sont positifs et pourquoi du coup la suite est croissante? Ça va? Ceux qui sont à distance aussi? Bon, du coup, ce qu'on voit, c'est que du coup, AN-1, il est plus grand que AN-2 qui est plus grand que AN-3. AN-2 est plus grand que AN-3. Et puis 1, c'est positif. Donc ça, c'est plus grand que 3 fois AN-3. Ça va? Tout le monde? Alors, est-ce que vous arrivez à trouver une borne exponentielle avec ça? Peut-être les autres aussi peuvent participer. Ceux qui sont à distance aussi, hein. Je sais que c'est difficile, mais bon, alors comment vous feriez? Voilà, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait comme ça, c'est un petit peu compliqué parce que, bon, je peux donner un peu l'idée, mais après, je vais donner l'autre méthode qui, du coup, donne une borne exponentielle tout de suite. Mais là, ce qu'on trouve, c'est que AN, c'est supérieur à 3 fois AN-3, donc c'est supérieur à 3 au carré fois AN moins 6, qui est supérieur à 3 au cube fois AN moins 9, etc. OK? C'était ça que vous vouliez faire. Mais le problème, c'est que, bon, si on fait par récurrence, etc., à la fin, ce qu'on va trouver, c'est quelque chose du style, il faudrait faire la preuve complète. Hein, ce que je vais écrire, il y a peut-être une petite erreur de plus ou moins 1, mais ça va faire quelque chose comme 3 puissance, attention, pas n, mais la partie entière de n sur 3. Voilà. Alors ça, c'est plus grand du coup que 3 fois la partie entière n sur 3 moins 1.
donc qui est égal à 1 tiers, fois 3 puissance n sur 3. Donc ça n'a pas la forme qu'on veut. Alors, est-ce que vous voyez comment on peut trouver une borne exponentielle à partir de ça? Nous, on veut alpha puissance n. Là, on n'a pas alpha puissance n. On a 3, bon, ce serait le alpha, mais puissance n sur 3. Et il faut faire appel à vos connaissances du lycée. Fermez la porte. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Pour trouver une borne exponentielle à partir de 3 puissance n sur 3. Alors, on peut faire ça, on peut dire que c'est sous forme exponentielle, ça fait exponentielle de n sur 3 log de 3. Ouais. Bon. Et du coup, que vous voyez? Là, il faut appliquer, sinon, bon, sans passer par l'exponentielle, on peut s'en sortir aussi, mais ça marche aussi. Hein. En appliquant des règles sur les puissances. Est-ce que ça, c'est quelque chose puissance n? C'est pas une question piège. Hein. Voilà, c'est 3 puissance 1 tiers puissance n. Donc la racine cubique de 3 puissance n. Alors là, la chose qu'il faut vérifier quand même, c'est que la racine cubique de 3, c'est bien un nombre strictement plus grand que 1. Parce que, bon, c'est juste écrit borne exponentielle dans la feuille de TD, mais bien sûr, c'est une borne exponentielle qui tend vers l'infini qu'on veut, parce qu'une borne exponentielle qui tend vers 0, c'est pas très intéressant. Donc, il faut que le alpha ici soit strictement plus grand que 1 pour que cette borne ici tende vers l'infini. Sinon, on a une borne qui va nous dire qu'en gros, notre temps d'exécution, il est positif, ce qui n'est pas vraiment une grande information. Donc, il faut quand même vérifier que ce 3 puissance 1 tiers, c'est-à-dire 3 puissance 1 tiers, bien sûr, c'est la racine cubique de 3, c'est un nombre qui est strictement plus grand que 1. Bon, ça va parce que c'est strictement plus grand que la racine cubique de 1 qui fait 1. Ça va. Ok. Bon, ça c'est une première possibilité, mais j'aime pas trop parce que on va de 3 en 3 comme ça. C'est un peu compliqué. Et puis on a dû connaître pas mal de choses sur la suite à n, par exemple qu'elle est croissante et tout ça. Ça fait pas mal de choses à prouver. Il y a une autre possibilité, ce que vous pouvez faire. Donc, voilà, ça c'est une première possibilité. Une autre possibilité, bah, vous avez votre suite à n qui fait an-1 plus an-2 plus n-3 plus 1. Ce qu'on peut faire, c'est quelque chose, alors je sais pas, nous on appelait ça analyse synthèse quand j'étais au lycée. Je sais pas si ça existe encore. Mais en gros, supposons qu'on ait déjà trouvé la borne exponentielle. Donc, on va supposer qu'on a déjà trouvé la borne et on va réfléchir à ce que alpha doit vérifier pour que la borne soit correcte. Parce que là, vous voyez, ce qui est aussi compliqué, j'ai un peu triché. Là, le problème, c'est qu'il y a le cas quand on arrive à n égale 0, 1 ou 2, donc le cas initial n'est pas tellement pris en compte. Donc, en fait, c'est ici que j'ai un peu triché. Si on voulait avoir une vraie équation, il faudrait rajouter une constante pour prendre le cas initial. Là, on va l'avoir plus facilement. Parce que supposons qu'on sache que an est supérieur à c fois alpha puissance n pour tout n. Bah, du coup, ça veut nous dire que an va être supérieur ou égal
AC fois alpha puissance n-1 plus T fois alpha puissance n-2 plus C fois alpha puissance n-3. Et puis le 1, bon, oublions le 1, ce sera plus simple. Plus 0 si vous voulez. Et ça fait C fois alpha puissance n, facteur de alpha puissance moins 1, plus alpha puissance moins 2, plus alpha puissance moins 3. D'accord? J'ai factorisé par C fois alpha puissance n. Ça, c'est OK pour tout le monde? Oui? Donc maintenant, imaginons, je suis dans la peau de quelqu'un qui veut faire une preuve par récurrence. Supposons qu'on sait que AN-1 est supérieur à ça, AN-2 supérieur à ça, AN-3 supérieur à ça. Pour que AN soit supérieur à ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut montrer que ça, voilà, il faut que ce soit supérieur ou égal à 1. Parce que dans ce cas, on multiplie un nombre supérieur à 1 par un nombre positif, c'est plus grand que le nombre positif. D'accord? Vous voyez le principe? OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver un alpha tel que ça soit supérieur ou égal à 1. Donc, question. Trouver alpha tel que donc alpha puissance moins 1 plus alpha puissance moins 2 plus alpha puissance moins 3 soit supérieur ou égal à 1. Voilà, je vous laisse réfléchir un peu. Alors, il y a quelqu'un qui demande dans le chat pourquoi supérieur ou égal à 1. Bah, vous voyez, ce qu'on veut, c'est que ce AN qui est là soit supérieur à C puissance alpha n. Ça, c'est OK? Bon, c'est ça qu'on veut. Donc, oui. Donc, si on arrive à montrer que ce truc est supérieur à 1 ici, que ce truc-là, là, qui est là, c'est dégueulasse, mais... Hop. Si ce truc-là, on arrive à montrer qu'il est supérieur à 1, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire que du coup, AN, c'est supérieur à C fois alpha n, fois un truc supérieur à 1. Et du coup, si c'est vrai, et ben dans ce cas, AN sera supérieur à une fois C puissance alpha n. Attendez, C puissance alpha n. Et c'est une fois C puissance alpha n, ben c'est C puissance alpha n. Et dans ce cas-là, on aura gagné. Parce que l'objectif après, ça, c'est pas encore la preuve. La preuve, ce sera quand on fera la récurrence. On va supposer que AN-1, AN-2, AN-3 soit supérieur à C puissance alpha n-1, C puissance alpha n-2, C puissance alpha n-3. Et du coup, avec ça, on aura notre inégalité sur AN. OK? C'est bon? Ou pas? Oui? OK. Bon, si vous avez un micro, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Hein. C'est comme vous voulez. Hein. Dans le chat, ça marche aussi. Bon, donc, du coup, il faut que ce truc-là là, que j'ai surligné en jaune soit supérieur à 1. Donc là, c'est résoudre une inégalité polynomiale. A priori, vous êtes des professionnels.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est une suite géométrique. Effectivement, c'est une suite géométrique. Donc, si vous voulez, ça, c'est les premiers termes de la somme d'une suite géométrique. Enfin, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique, plutôt. Donc ça, on peut aussi l'écrire comme, alors je vous dis la forme tout de suite, alpha puissance moins 4 sur moins 1, sur alpha puissance moins 1, moins 1. Et il faut peut-être moins alpha puissance moins 1, il me semble. Sur alpha moins 1 puissance moins 1. Bon. On peut faire comme ça, mais honnêtement, il y a beaucoup plus simple. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée sur comment on va... Alors, je vous rappelle, hein, le but, bon, on va résoudre cette inéquation, mais le but, c'est d'en trouver un seul de alpha qui vérifie ça. Donc après, si vous avez un coup de bol et vous trouvez un alpha, c'est bon. Et là, comme on est en licence maths, on va quand même essayer de résoudre cette inéquation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier cette inéquation? Déjà, on a des moins dans les puissances. Donc, on peut essayer de s'en débarrasser. Comment on peut faire pour s'en débarrasser? Alors, si on multiplie par alpha, on va se débarrasser du moins qui est ici. Voilà. Donc, pour se débarrasser du moins 3, il faut multiplier par alpha cube. Là, ça va nous donner alpha carré plus alpha plus 1 supérieur à alpha cube. Bon, déjà, c'est une meilleure tête. Maintenant, c'est un polynôme. Bon, et là, on n'oublie pas de justifier car alpha strictement positif. J'ai multiplié par alpha cube, donc si je veux garder le sens de l'inégalité, je suis obligé de justifier. Bon, alors, est-ce que quelqu'un a trouvé un alpha qui marche? Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est poser g de alpha égale alpha carré plus alpha plus 1 moins alpha cube et voir quand est-ce que ça c'est positif. Donc, vous pouvez étudier la fonction comme vous voulez. Alors, le nombre d'or. Il y a quelqu'un dans le chat qui propose phi le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, je vous rappelle, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Pourquoi pas? Il faudrait essayer, mais c'est un peu compliqué. Enfin, vous pouvez essayer. J'avoue, je ne vais pas faire le calcul. Bon, il y a encore plus simple. On peut essayer. Hein. G de 1 plus racine de 5 sur 2. Ça va nous faire un truc. Si vous me dites que vous avez fait le calcul et que c'est positif, je vous crois, mais on peut trouver encore plus simple. Oui, alors 1 marche, effectivement, mais 1, c'est pas ce qu'on veut. Parce que je vous rappelle ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de chercher un alpha au hasard. On veut un alpha strictement supérieur à 1. Parce que si on prend 1 ici, ça veut dire que AN va être plus grand qu'une constante. Alors, ok, c'est quelque chose d'intéressant, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui tend vers l'infini pour montrer que AN, il est vraiment très grand. Donc, bon, mais du coup, effectivement, G de 1, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 1 plus 1 moins 1, donc ça fait 2. C'est strictement positif. Bah, bon, alors, je vais vous aider un petit peu. G, c'est une fonction continue quand même. Donc, si G de 1 est strictement positif, bah, une valeur un tout petit peu plus grande que 1 va être strictement positive. Donc, on peut par exemple essayer, bon, par exemple, on peut essayer 1,5. Bon, vous faites le calcul. Ça va vous donner un nombre strictement positif aussi. Alors, bon, là, vraiment, il faut trouver une valeur de A. Il faut pas, on peut s'amuser à toutes les trouver. Alors, si on voulait toutes les trouver, ce qu'on pouvait faire, tout simplement, c'était dériver G. Ça fait 2 alpha
plus 1 moins 3 alpha carré. Vous regardez quand est-ce que le minimum intervient. Et du coup, ça va vous faire un graphique de G qui va ressembler à ça. En 1, ça fait 2. Ensuite, ça va diminuer, diminuer, diminuer. Et puis à un moment, ça va atteindre un minimum et puis ça va remonter. Et il faut regarder quand est-ce qu'on atteint 0. Vous trouvez à quelle portion on est strictement positif. C'est une étude de fonction comme vous savez les faire. Là, ce n'est pas vraiment le sujet, donc on va passer. Donc en tout cas, 1,5, ça marche. Donc pour alpha égale 1,5, on peut aussi écrire comme 3,5. Alpha carré plus alpha plus 1 est strictement supérieur à alpha cube. Donc, vous pouvez faire le calcul, ce n'est pas très dur. Et du coup, maintenant, on peut faire la preuve par récurrence, comme j'avais proposé. Donc maintenant, on peut faire la preuve par récurrence. Il faut juste s'occuper des premiers termes. Donc le premier terme à 0, c'est 1. Il faut que ce soit supérieur à C fois alpha puissance 0, qui fait C. Donc notre C, on sait qu'il va être strict. On doit le choisir. C'est aussi ça la deuxième chose qu'on doit faire, c'est choisir le C pour qu'au début, ça marche. Parce que vous voyez, si pour les 3 premiers termes, c'est bon, l'inéquation est vérifiée, après, ce sera bon par la récurrence. Mais il faut quand même que ce soit bon au début. Enfin, une récurrence, pas juste l'hérédité, il y a quand même l'initialisation. Donc, il faut choisir le C bien comme il faut. Donc, on va avoir 3 conditions sur C. On va avoir C strictement plus petit que 1. Ensuite, on va avoir C strictement plus petit que 2 tiers. Et enfin, A2 vaut 1. Alors, je ne sais pas si des inégalités larges. On fait alpha au carré, ça fait 9 quarts. Et donc, il faut que C soit plus petit que 4 neuvièmes. D'accord? C'est les 3 conditions sur C pour que l'initialisation soit correcte. D'accord? Si on a ces trois conditions sur C qui sont vérifiées, alors ce sera bon pour la suite pour l'hypothèse de récurrence. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Un C qui vérifie ces 3 conditions. Il faut qu'il soit plus petit que 1, que 2 tiers et que 4 neuvièmes. Voilà, 4 neuvièmes, c'est plus petit entre eux, donc on va choisir C égale 4 neuvièmes. Donc, vous voyez les 2 étapes. La première étape, on cherche le alpha, donc en utilisant notre relation de récurrence qui est ici. On trouve une condition sur alpha, et on en trouve un qui marche, ici 3,5. Et puis ensuite, avec l'initialisation, on trouve les conditions sur C. Donc les 3 valeurs spéciales de A, qui ne sont pas calculées par la relation de récurrence, on s'en sert pour trouver C. Donc C, il faut qu'il soit plus petit que 1, que 2 tiers et que 4 neuvièmes. D'accord? Donc maintenant, on peut faire la preuve par récurrence. Là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on peut définir la proposition PN. Donc c'est comme avant, on va faire une récurrence forte, comme à la première question, parce que on ne veut pas juste la condition sur AN-1 quand on veut prouver pour AN, on veut pour AN-1, AN-2 et AN-3. Donc, la proposition PN, c'est pour tout cas inférieur ou égal à N, AN
est supérieur ou égal à 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n. Donc on peut aussi réécrire, si vous voulez, hein, comme ça, c'est 3 demi puissance n moins 2. Voilà. Mais peu importe. Donc l'initialisation. C'est P0, P1 et P2. On va montrer que A0 qui fait 1 est bien plus grand que 4 neuvièmes, que A1 qui fait 1 est plus grand que 4 neuvièmes fois 3 demi, et que A2 qui fait 1 est plus grand que 4 neuvièmes fois 3 demi au carré. Et ça, c'est vrai à chaque fois. Ça fait 2 tiers, et ça fait 1. Alors, je ne sais pas si c'était clair, hein, mais maintenant, on passe vraiment à la preuve. Ça, ce serait la partie qu'il faudrait écrire sur votre copie. Jusqu'à présent, c'était la phase de recherche. Maintenant, on passe vraiment à la preuve. Et la preuve, c'est juste une récurrence sans difficulté. Le plus dur, c'était de trouver les bonnes valeurs de C et de alpha. Une fois que vous les avez, il suffit d'écrire la récurrence comme ça. Et après, l'hérédité. Supposons Pn-1 vrai. On prend Pn. Donc, du coup, on a AN, c'est AN-1 plus AN-2 plus AN-3 plus 1. Par l'hypothèse de récurrence, c'est plus grand que 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n-1 plus 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n-2 plus 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n-3 plus 0, on se débarrasse du 1. Et ça, on peut factoriser par 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n. Là, vous voyez, je suis en train de faire exactement ce que j'avais fait au début, mais maintenant avec les valeurs de C et de alpha qu'on connaît. Donc ça fait 3 demi puissance moins 1, plus 3 demi puissance moins 2, plus 3 demi puissance moins 3. Et ça, on a calculé que c'était supérieur à 1. Et du coup, le résultat qu'on trouve, tout ça est supérieur à 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n. Bon. OK alors? Donc, on récapitule depuis le début. Donc, on a cette relation de récurrence sur AN. On veut chercher des constantes AN supérieures à C fois alpha n. Donc, la première possibilité, c'est comme là, on a un cas un peu spécial, on peut s'en sortir un peu comme ça, mais il y a quand même cet endroit où j'ai triché, où je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui se passait au début. Donc, il fallait quand même faire un peu des efforts, mais ce n'est pas grave. Sinon, la deuxième possibilité qui marche un peu plus souvent, on va dire, c'est vous faites cette recherche de C et de alpha. Donc, vous supposez que vous savez que c'est vrai pour n-1, n-2, n-3, comme dans une récurrence.
vous faites le petit calcul comme ça où vous factorisez et vous trouvez une condition sur alpha. Et il faut que là ici, il faut que ce truc-là soit supérieur à 1, parce que comme ça, ce sera supérieur à une fois ça, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous cherchez un alpha qui marche. Alors on peut chercher le nombre d'or, je pense que ça marche aussi, hein, ça fait à peu près 1,618, c'est pas loin de 1,5, donc je pense que ça marche aussi. Voilà. Mais sinon, 1,5, ça marche. Là, le calcul est un peu plus simple qu'avec la racine carrée, je veux dire. Mais sûrement que ça marche aussi. Et du coup, on a trouvé que ce alpha, il vérifie la condition où le truc surligné en jaune ici est supérieur à 1. Maintenant, ce qu'il nous reste à trouver, c'est les constantes. Donc, les constantes, on regarde les premières valeurs. C'est comme ça qu'on la trouve. On vérifie que C fois alpha 0 est inférieur à 1, C fois alpha 1 est inférieur à 1, et C fois alpha 2 est inférieur à 1. Donc, on trouve une condition sur C, et on choisit les valeurs. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, qui est un travail préparatoire, on va commencer à faire la preuve. Donc, la preuve, c'est juste maintenant une récurrence bête. On suppose que c'est vrai, donc on montre d'abord que c'est vrai au début, et puis ensuite on suppose que c'est vrai à une étape, et on montre que c'est vrai à l'étape suivante. Et pour montrer que c'est vrai à l'étape suivante, c'est exactement le même travail qu'on avait fait au début. C'est à savoir cette factorisation qui était là. Et comme on a fait le calcul, on sait très bien que ce truc-là, il va être supérieur ou égal à 1. On peut faire le calcul. Bon, vous m'avez cru sur parole, mais là, calculer, c'est pas très dur. C'est des fractions. Enfin, vous trouvez un truc supérieur à 1. Et du coup, on a gagné. On a trouvé que le nombre d'appels est supérieur à 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n. Ça va? Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui? Si. Oui. Alors, pour la première méthode, donc ce que votre camarade demande, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu juste vérifier que c'est vrai pour les premiers termes? Alors, c'est vrai, mais en fait, ce qui ne me plaît pas là, c'est que je suis passé de ça directement avec le truc avec la partie entière. Et du coup, il faut réfléchir un petit peu, est-ce que c'est plus 1, moins 1? Bon, j'avoue qu'on pourrait le faire, hein, mais moi, je préfère la deuxième méthode parce que ça marche. Bon, c'est vrai que les deux se valent, en fait, celle-là aussi. C'est vrai que c'est un peu plus court comme ça. Mais du coup, il faut un peu mieux justifier parce que du coup, il faut commencer à raisonner modulo 3. Il faut dire si n, c'est un multiple de 3, si c'est un multiple de 3 plus 1, si c'est un multiple de 3 plus 2, que je n'ai pas du tout fait ici. Mais effectivement, on pourrait le faire. Mais sachez que là, quand même, dans ce symbole supérieur ou égal entouré, il y a un petit truc caché. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Ceux qui sont à distance, il y a des questions, quoi? Non? Bon, donc on a trouvé à la fin que, donc, conclusion, AN, donc le nombre d'appels de la fonction f est supérieur à 4 neuvièmes fois 3 demi puissance n, ou alors à racine cubique de 3 puissance n. Moins 1, il me semble, il y avait quand même un tiers. Bon. Donc ça, c'est le nombre de fois qu'on doit appeler f pour calculer f de n. Alors, est-ce que vous pouvez trouver à partir de ça, donc je vous rappelle l'énoncé, une borne inférieure sur le temps d'exécution de l'algorithme? Donc, le temps d'exécution, c'est quoi? Là, c'est juste les opérations arithmétiques qu'on doit faire. Donc, les opérations arithmétiques, il y avait une addition, ou plutôt deux additions et une multiplication. Donc, pour chaque appel de f, on fait combien d'opérations arithmétiques?
On en fait trois opérations. En tout cas, on en fait un nombre constant, sauf pour les premières valeurs. Donc, on fait un nombre constant d'opération arithmétique. Et donc, la complexité de l'algorithme, plutôt le temps d'exécution, va être supérieure à encore une autre constante, C' fois 3,5 puissance n, ou racine cubique puissance n. Hein, où là, la constante, en gros, ce serait 3. 3 fois 4 neuvièmes ou 3 fois 1 tiers. D'accord? Bon. C'est comme pour la complexité quand on va faire avec les grands taux. La constante, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement asymptotique. Donc là, ici, c'est une exponentielle. D'accord? Là, c'est exactement le contraire de la notation grand taux. Au lieu d'être inférieur à une constante, on est plus grand qu'une constante. Okay, donc là, c'est un algorithme qui, quand même, n'est pas très efficace parce que quand n va devenir très grand, 3,5 puissance n, ou racine cubique de 3 puissance n, ça va grossir vraiment très vite. Hein, c'est exponentiel. On a beaucoup parlé d'exponentiel ces derniers temps. Ça monte très vite. Donc, si vous prenez n égale 1000, vous allez arriver à des nombres incroyables. Donc, ce que propose la... Bon, alors avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions? Avant qu'on passe à la question 5. Ça va? Donc, la question... Ah, attendez, une question. Ah, bon, c'est pas une question. Pardon. Donc, l'exercice suivant, on arrive. Hop. C'est proposer un algorithme plus efficace pour calculer UN. Donc, je vous rappelle, UN, je vais écrire la définition ici. Bon, il y a les premières valeurs, et puis ensuite, c'est UN-1 plus UN-2 fois UN-3 plus 1. Ah, pardon, le oui, c'était pour... C'était oui, il y avait une question, d'accord. Alors, pourquoi la complexité est supérieure à C' fois... tout ça. Attendez, je reviens. Parce que du coup, le nombre, donc AN, c'est le nombre d'appels de F. On en fait au moins 4 neuvièmes fois 3,5 puissance n. Mais à chaque appel de F, à part pour les premières valeurs, donc je vous rappelle la définition de F, si vous voulez, on peut retourner à l'énoncé. Pour chaque appel de F, à part pour les premières valeurs, on va faire 3 opérations arithmétiques. Donc à chaque fois qu'on va appeler F, on va faire des opérations arithmétiques. Alors, pour être vraiment précis, il faudrait commencer à regarder dans quel cas on n'en fait pas et dans quel cas on en fait. Mais concrètement, ça va être toujours une constante fois le nombre d'appels de F. Il n'y aura que pour les premières valeurs où on ne va pas faire d'opération arithmétique. Bon, ici, on ne va pas vraiment calculer en détail combien il y en a. Mais du coup, voilà. Le nombre d'appels de F, il est minoré par ça. Et le nombre d'opérations arithmétiques, c'est en gros 3 fois le nombre d'appels de F. Donc le nombre d'opérations arithmétiques va être minoré par 3 fois AN. Bon, pas exactement vrai, mais... Et du coup, la complexité, à une constante près, ça va être cette exponentielle. Ça va ou pas? Oui? Ok. Bon, les autres, ça va aussi ou pas? Je suis désolé, moi, j'ai pas de notification quand vous parlez dans... Enfin, j'ai une petite notification quand vous parlez dans le chat, mais... Donc, si jamais vous avez un micro, n'hésitez pas. Hein, ce sera plus... Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la suite dans la salle? Non. Bon, alors, la question suivante, c'est réfléchir à un algorithme plus efficace, c'est-à-dire qui n'a pas une complexité exponentielle.
Voilà, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour éviter de refaire? Alors, vous voyez, en fait, le problème, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir que dans l'arbre des appels, bah, il y avait beaucoup de redondance. Vous voyez, pour f de 4, on calcule f de 1 plusieurs fois. Dans f de 5, c'est encore pire. On calcule f de 2 4 fois, on calcule f de 3 2 fois, on calcule f de 0 2 fois et f de 1 3 fois. Donc, c'est en gros de là que vient le problème. Il y a des calculs qu'on fait plusieurs fois inutilement. Alors réfléchissez 5 minutes si vous trouvez une manière de vous passer de ces calculs inutiles. Alors, donc, il y a un de vos camarades dans le chat, il propose, on va faire un tableau qu'on remplit. Alors, effectivement, ça, c'est une solution. En fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre dans un tableau les valeurs qu'on a déjà calculées. Et si on a déjà calculé la valeur, on va pouvoir aller la chercher dans le tableau plutôt que la recalculer. Effectivement, c'est une possibilité. Donc, vous pouvez essayer de faire un algorithme qui fait ça. Sinon, une autre possibilité, un truc qui prend un peu moins de place en mémoire, est-ce qu'on a vraiment besoin de garder toutes les anciennes valeurs dans le tableau? Si on veut calculer UN, on a besoin de garder qui? Écrit. Voilà, juste les 3 dernières valeurs. Un camarade qui dit dans le chat. Donc, effectivement, on doit juste garder les 3 dernières valeurs. Donc, ce que vous pouvez faire là en 5 minutes, et puis après je corrigerai, c'est faire un algorithme qui calcule UN soit en mettant dans un tableau les valeurs qu'on a déjà calculées, soit en gardant en mémoire les 3 dernières valeurs, et qui va calculer la 4e, et puis ensuite passer à la suite. OK? Voilà, allez-y, essayez, écrivez l'algorithme, et ensuite, je vous montrerai un exemple. Un exemple de correction. Donc, ça revient un peu près au même, hein, les deux solutions.
Et on peut y aller ou non, un petit peu? Ok, on y va. Bon. Le plus important, c'est d'avoir l'idée, hein. Après, écrire l'algorithme. Alors, on va essayer de faire une fonction f de n. Alors, la première possibilité qu'avait dit votre camarade, c'était de faire un tableau. Bon, je vais écrire comme en Python un tableau de longueur n. Ok. Je vais faire une étoile comme ça avec le stylet, c'est pas facile. Bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'on veut calculer un plus 1, on se sert de ce qu'on a déjà dans le tableau. Et vous voyez que la relation de récurrence n'est valable que pour n supérieur ou égal à 3, donc je n'ai pas besoin de commencer à i égale 0 ou i égale 1. On peut commencer à i égale 3. Pour i allant de 3 à n, tout simplement, ce qu'on fait dans t de i, on va mettre t de i-1 plus t de i-2 fois t de i-3 plus 1. Et à la fin, on renvoie t de n. Donc l'algorithme, ce serait juste ça. Au début, vous mettez que des zéros. Donc en particulier, les conditions de base U0 égale U1 égale U2 égale 0, c'est OK. Et puis ensuite, vous pouvez faire un invariant de boucle pour montrer que l'algorithme est correct en disant au début de l'itération i, les i-1e premières valeurs du tableau contiennent les i-1e valeurs de u. Non, c'est renvoyer t2n, le dernier. Parce que i, il n'existe que dans la boucle. La question, c'était est-ce qu'il faut renvoyer t de i? Mais non, on veut renvoyer le dernier dans le tableau. Parce que vous voyez ce que va faire cet algorithme. Au début, t, ce sera 0, 0, 0, etc. Ensuite, j'ai vu qu'il y a une question, mais je finis juste l'explication. À l'étape suivante, on ne touche pas aux 3 premiers. Voilà, je vais aller voir. Ouais, alors la question, c'est il faut mettre les premières valeurs. Alors, non, parce que, enfin, oui, il faut mettre les premières valeurs, mais les premières valeurs, c'est des zéros. D'accord? Attendez. Les premières valeurs, c'est des zéros. Et dans le tableau, au début, j'ai mis des zéros. Alors, par contre, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Il ne faut pas aller jusqu'à n. Comment? Non, les premières valeurs, c'est des zéros dans l'énoncé. Hein. Attendez, je vous remontre l'énoncé. Les
première valeur de UN, c'est U1, U0 égale U1 égale U2 égale 0. C'est pas 1. Oui? Alors par contre, il y a un petit problème. Comment? Si, les valeurs initiales, c'est U0 égale U1 égale U2 égale 0. Mais si, parce que j'ai mis... Pardon, au début, dans le tableau, j'ai mis que des zéros. C'est ça, si vous voulez, j'ai fait un petit raccourci. Non, non, c'est pas des 1, c'est des 0. Voilà. Bon, j'ai fait un petite astuce pour éviter. Et effectivement, si on nous avait donné des valeurs initiales différentes, il aurait fallu s'en occuper. Alors là, faites attention. Bon, j'ai pris la convention que les tableaux commencent à l'indice 0. Mais du coup, si je veux aller jusqu'à n, il faut mettre n plus une valeur. Sinon, on n'a pas de T2n. On n'a que T2n-1. Faire un petit peu attention. Vous avez vu en TP que ça arrive très souvent, ce genre de problème. Bon, donc du coup, au début, imaginons on veut calculer U5. Donc on a U0, U1, U2, U3, U4, U5. Au début, il n'y a que des zéros. Les trois premières valeurs, on ne s'en occupe pas. La quatrième, on va mettre ça plus ça fois ça plus 1. Donc on va mettre 1. Et ensuite, on ne s'en occupe pas. Donc là, ça c'est I égale 3. Ensuite, I égale 4. Donc les premières valeurs, on ne touche pas. Et ensuite, on met ça, plus ça fois ça, plus 1. Donc là, bon, ça fait encore 1. Et pour i égale 5, ça nous donne t égale 0, 0, 0, 1, 1. Et ensuite 0 plus 1 fois 1. 1 plus 1 qui fait 2. Et puis ensuite, si on voulait plus de valeurs, on continuerait comme ça. Et du coup, on n'est pas obligé de recalculer à chaque fois parce que, vous voyez, là, j'ai calculé U5. Donc, l'algorithme qu'on avait fait tout à l'heure, il faisait, si je me rappelle bien, 13 appels de la fonction. Là, vous voyez, en tout, j'ai fait que 3 étapes dans ma boucle. C'est quand même beaucoup mieux. Et plus globalement, cet algorithme, c'est quoi sa complexité? C'est pas dur. Voilà, c'est du n, grand O de n. Ici, la complexité, c'est grand O de n. Parce qu'on fait n-3 fois 3 opérations. D'accord? Pour chaque étape de la boucle, on fait 1, 2, 3 opérations qui sont... attendez. C'est peut-être n-2. Donc, on fait 3 opérations. Donc là, c'est ce que j'ai surligné en vert. Et dans la boucle, il y a combien d'itérations dans la boucle? Et pour i qui va de 3 à n, il y a combien de valeurs entre 3 et n? On a n-2, effectivement. Désolé. Un petit peu. Donc c'est n-2. Bon, en tout cas, à une constante près, c'est grand O de n. Okay, donc c'est beaucoup mieux que l'algorithme précédent qui était exponentiel. Ça va? Bon, alors ça, cet algorithme-là, qui est beaucoup mieux, c'est un exemple de ce qu'on appelle la mémorisation, la mise en mémoire, que vous verrez en cours prochainement. Je ne crois pas que c'est déjà fait. Ah, vous l'avez déjà vu? Bon, voilà, ça c'est un exemple de mémorisation. Hein, on garde en mémoire, les valeurs qu'on a déjà calculées. C'est ça qui contient le tableau de T, c'est les valeurs déjà calculées. Et du coup, ça nous permet de gagner en efficacité. Après, l'algorithme est plus difficile à comprendre. Vous voyez, là, ce n'est pas forcément très clair ce qui se passe comme ça. Alors que l'algorithme récursif, c'est directement la définition de la suite UN qu'on avait. Donc, les trucs récursifs, bah, c'est bien, c'est parfois plus clair, mais ça peut être moins efficace. Après, il y a des cas où on ne peut pas s'en passer. Par exemple, vous avez vu en TP, les tableaux, pardon, pas les tableaux, les arbres,
vu que c'était une structure de données récursive, c'est dur de faire autre chose que quelque chose de récursif. On peut essayer de bidouiller, mais si vous vous rappelez bien, on n'y arrive pas du tout, en général. Ça va? Des questions sur l'exo avant qu'on passe à la suite? Bon, on va un peu moins vite là dans ce format-là que d'habitude, mais je crois qu'on fait du mieux qu'on peut. Ça va l'exo 1? Ceux qui sont à distance, il n'y en a pas beaucoup qui participent, hein. Les autres, n'hésitez pas. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exo suivant, qui est l'exponentiation rapide. Donc la première question, je vais aller assez vite, c'est calculer la puissance d'un nombre entier, enfin d'un nombre, la puissance entière d'un nombre, de manière récursive. Donc, écrivez un petit algorithme récursif comme ça. Donc, ce serait fonction puissance de a n. C'est comme ce qu'on a fait dans le TP. Hein. Il faut faire un cas de base. Réfléchissez ce que c'est le cas de base. Et puis, vous voulez la récurrence. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le cas initial? Oui, ouais. Bon, c'est n égale 0, effectivement. Donc, si n égale 0, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ouais, voilà, on renvoie 1. D'accord. A puissance 0, ça fait 1, bien sûr. Et sinon, ouais. Voilà, on renvoie A fois puissance de A n-1. OK? Voilà, c'est littéralement la même chose. Ah, attendez. Oh. Ah, j'ai fait. Donc, c'est littéralement la même chose que ce qui est écrit là. OK? On recopie cette formule, mais en algorithme. Bon, combien ça fait de multiplication, cet algorithme?
Attention. Est-ce que c'est n? Oui. Donc cet algorithme fait n multiplications. Oui. Bon, après, il y a donc là, ça montre quand même aussi qu'on n'a pas été malin, parce que par exemple, a puissance 1, on sait que ça fait a. Il n'y a pas besoin de faire de multiplication. Donc, on aurait aussi pu rajouter le cas n égale 1. Ce n'est pas très important. En tout cas, soit n, soit n-1. Mais bon, en tout cas, il fait n multiplications. Donc ça ne nous plaît pas, c'est trop. Hein, nous, on veut un algorithme qui est sous-linéaire. On a des exigences. Et du coup, on va essayer de faire ce qu'on appelle l'exponentiation rapide. Alors là, il ne reste que 10 minutes, mais on va faire de notre mieux. C'est basé sur cette chose-là. Je vous laisse lire, mais... D'accord. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc, vous voyez, on veut calculer AN. Bah, si on fait le reste de la division euclidienne de n par 2, ça veut dire que n, c'est 2 fois q plus r. R est compris entre 0 et 2 strictement. Donc, concrètement, R, c'est soit 0, soit 1. OK? Donc, l'avantage, c'est que quand on va vouloir calculer a puissance R, je vous le dis tout de suite, comme R, c'est soit 0, soit 1, on n'aura pas besoin de faire de multiplication pour calculer a puissance R. C'est la première chose. Soit a puissance 0 qui fait 1, soit a puissance 1 qui fait A. Ouais, attendez, il y a une question. Je peux poser. Oui, ok, bah ça c'est la réponse, mais les autres aussi vont réfléchir. Bon, il y a quelqu'un qui a donné la réponse dans le chat, donc si vous voulez réfléchir, n'allez pas voir. Ouais. Donc la question, c'est faire un algorithme récursif qui calcule l'exponentiation basée sur la remarque ci-dessus. Donc, fonction puissance rapide de AN. Alors, on va dire que Q, c'est la partie entière de n sur 2, okay, juste pour la syntaxe, et puis R, c'est n modulo 2. D'accord? Donc, avec ça, Q, R, A, N, réfléchissez. Et bien sûr, je n'aurais pas dû mettre là. Déjà un petit peu. Utiliser la formule qui est écrite dans l'énoncé pour faire quelque chose de récursif.
Ça y est, vous avez tous écrit le truc? Non? Bon alors, par quoi il faut commencer? Comment? Alors, l'initialisation, oui, on peut appeler ça comme ça, c'est quoi? N égale 0, alors on a 1. N égale 1, on a 3. Ok, on peut faire comme ça. Donc, ce qu'a dit votre camarade, c'est si n égale 0, on envoie 1. Sinon, si n égale 1, on renvoie A. Et on détermine A fois A, virgule partie entière de N sur 2. Attendez. Oui, donc on envoie Pour de A fois A, virgule partie entière de N sur 2. oui. Fois de A, virgule le reste, enfin, du coup, A modulo 2. Alors, on peut faire comme ça. Donc là, je recopie ce que dit votre camarade, mais on va essayer de faire un peu mieux. Donc là, vous avez dit au carré. Voilà. Fois puissance rapide. Ok, ça. Voilà. Effectivement, là, c'est juste, on a recopié la formule qui est là. Pardon, je ne vais pas recopier comme il faut. Le carré, il était à l'intérieur. Je reviens en bas. Donc là, au carré, on peut aussi l'écrire à fois, comme ça on verra mieux la multiplication. Bon, effectivement, ça marche. Et puis là, de toute manière, on n'est pas en train de mettre ça dans un ordinateur, donc on s'en fiche. Mais appeler la fonction puissance rapide sur A et R, ce n'est pas forcément nécessaire parce que de toute manière, on sait que R, c'est 0 ou 1. Donc, de toute manière, on sera dans ces deux cas-là. Alors, nous, on fait un algorithme qui est que dans notre tête, donc ce n'est pas très important, mais dans l'ordinateur, ça coûte un petit peu cher d'appeler une fonction, en fait. Donc, c'est un peu mieux de mettre directement la condition ici. Peut-être les compilateurs modernes, ils arriveraient à détecter l'optimisation, mais bon. Après, d'un point de vue théorique, ce n'est pas très important. Voilà, c'est ça, exactement. On peut gérer le cas où n est pair ou pas. Et ici, on peut vérifier si n est pair, et bien c'est tout. On renvoie puissance rapide de A fois Q. Et sinon, on renvoie puissance rapide de A fois Q fois A. Donc, attendez, je vais l'écrire en dessous. Hein. On peut remplacer cette ligne-là par si n modulo 2, pardon, si R égale 0, on va renvoyer. Bon, c'est un détail. Hein, on renvoie puissance rapide, je vais l'écrire comme ça, STR, parce que ça va plus vite, de A fois A Q. Sinon, envoyer puissance rapide de A fois A Q fois A. D'accord? On peut remplacer là, cette ligne par ces deux-là. Bon, encore une fois, dans notre truc théorique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans un ordinateur, par exemple, si on code en Python, c'est peut-être un peu mieux de l'écrire comme ça. Ce n'est pas non plus dramatique. OK. Bon. Alors, ça va pour tout le monde cet algorithme? J'ai juste réécrit la formule de l'énoncé. Vérifions que sur un exemple que ça va faire moins de multiplication. Et puis la question suivante, c'est montrer que ça en fait vraiment moins. Donc, par exemple, imaginons je veux calculer A puissance 15. D'accord? A puissance 15, avec l'algorithme précédent, il fallait faire 15 multiplications. Nous, avec notre nouvel algorithme, pour calculer la puissance 15, on va dire que c'est A au carré puissance 14, puissance 7.
fois A. Donc là, on doit faire une multiplication, deux multiplications, et puis mettre à la puissance 7. Pour calculer b à la puissance 7, il faut faire b à la puissance 2 puissance 3 fois b. Donc là, on fait encore deux multiplications. Et pour calculer b à la puissance 3, on dit que c'est b au carré puissance 1 fois b. Donc on doit encore faire, pardon, disons que c'est c. Vous voyez, comme c'est un algorithme récursif, à chaque fois, je dois recalculer combien ça coûte de faire puissance 15, puissance 7, puissance 3. Donc pour calculer c à la puissance 3, il faut faire deux multiplications. Et puis ensuite, pour faire la puissance 1, il ne faut pas en faire. Donc en tout, si on compte, on a fait... bon, j'ai un petit bug. Ah, ça y est. Donc en tout, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplications. Ce qui est mieux que 15. Je pense que tout le monde sera d'accord. Voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit 6 aussi. 6, c'est mieux que 15. Bon. Mais là, si ça se trouve, on a eu de la chance. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour donner une borne sur la minute qui reste? C'est la question suivante. Donner une borne sur le nombre de multiplications. Comment on pourrait faire pour donner une borne? En réutilisant ce qu'on a fait par exemple avec Zo 1. Il y a une idée? Oui, vous avez une idée? Comment vous avez fait pour calculer la complexité? J'ai pris un n, oui. Et je me suis demandé combien d'opérations on descendrait à 1 en fait. Oui. Du coup, c'est en log base de n. Et il y a deux opérations à chaque fois, on multiplie par 1. Voilà, donc ce que votre camarade a dit, c'est que voilà, si on part de n, pour arriver jusqu'à n égale 1 ou 0, il faut faire en gros log de opération. Et là, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit que ça ressemble à la dichotomie. Effectivement, ça ressemble à la dichotomie. On coupe le problème en deux et on s'occupe de chaque moitié séparément. C'est un peu la même chose. Donc effectivement, ce qu'on va trouver à la fin, c'est une complexité logarithmique. Hein, la complexité, ça va être en gros grand O de log de n. Alors, pour montrer ça, ce que je vous propose pour la fois suivante, c'est vous écrivez, je ne sais pas, UN égale le nombre d'appels nécessaires pour calculer puissance rapide de AN. Vous voyez, ça ne dépend que de N, ça ne dépend pas de A. Et vous essayez d'exprimer UN en fonction de quelque chose d'autre. Et ensuite, par récurrence, montrer une borne qui sera logarithmique. Hein, et l'indice que je peux vous donner, en gros, il faudra montrer que UN sera plus petit qu'une certaine constante fois UN sur 2 ou quelque chose comme ça. Plus 1, moins 1. Je vous laisse réfléchir. Et avec ça, comme pour la dichotomie, vous arriverez à montrer qu'il y a une borne logarithmique. OK? Bon, il y a des questions avant qu'on s'arrête? Il est l'heure. Voilà, réfléchissez à ça pour la fois suivante. Bon, je vais couper l'enregistrement du coup. Hop, bon, au revoir tout le monde.